Bonjour, merci d'être venu pour cette conférence sur les droits des robots entre science-fiction et anticipation. Je m'appelle Malice, je suis étudiante en sciences politiques et je suis au labo APP. Je vais vous laisser présenter par Thibaut. Donc moi je suis Thibaut Gendemange, je suis chercheur en sciences politiques, j'enseigne à Sciences Po Lyon, je suis responsable du labo APP, qui est une structure de recherche pour jeunes chercheurs qui est partenaire avec le Festival des Intergalactiques. Et je suis aussi co-auteur sur la chronique vidéo Mediapart avec Jules qui s'appelle L'ère de la campagne. Et on va modérer la discussion, on va laisser les trois invités se présenter. Donc, Olivier Néraud, je viens des sciences cognitives, je cherche sur le cerveau et le théorie neuronale. Et depuis, je travaille dans l'innovation et je conseille les entreprises pour trouver de nouvelles idées. Et je suis proche aussi de l'AFT, Association française transhumaniste, pour essayer de fabriquer un futur sans peur. Voilà. Bonne chance. Alors moi je suis Romain Lucaso, je suis écrivain de science-fiction, donc je raconte des histoires pour faire ça. Monsieur, dans la vraie vie, c'est-à-dire hors de mes activités de science-fiction, je suis consultant en stratégie, je m'occupe beaucoup de déployer des transformations digitales pour des acteurs publics et privés, surtout publics. C'est des problématiques pour aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction. J'ai un background, avant d'être consultant, j'ai été enseignant en philosophie politique à la fac. Bonjour, je suis Fibre Tigre, je fabrique des jeux vidéo. Mais également, entre autres activités, je tiens un podcast audio de mathématiques qui s'appelle Trajectoire. Et dans le cadre de ce podcast, qui n'est pas un podcast de vulgarisation, puisque c'est que des doctorants ou des spécialistes dans leur domaine, on a créé une intelligence artificielle par réseau neuronal qui s'est choisi un nom d'ailleurs, elle s'est auto-appelée Yourier, et elle s'exprime en français. Voilà. Donc dans ce cadre, effectivement, je cohabite avec une sorte de robot, voilà, et j'espère pouvoir en parler dans le cadre, d'être plutôt un témoin de l'existant et du très proche futur que des réflexions sur la société. Alors on a une première question et on aimerait bien que vous y répondiez chacun à votre tour avec votre ressenti, parce que vos fonctions sont différentes et sûrement vos façons de la présenter aussi. Alors ça va être, pourquoi est-ce qu'il faudrait penser aujourd'hui le droit des robots? Question qui est très... Il faut désigner quelqu'un pour ça. Exactement, allez-y. J'avais envie. Pourquoi est-ce que... parce qu'on assiste à une accélération, non pas forcément des théories sous-jacentes au développement de l'intelligence artificielle, puisque les réflexions sur les réseaux neuronaux, ce genre de choses, le substrat conceptuel de ce qu'est l'intelligence apprenante, c'est des choses qui sont un peu plus anciennes, déjà 15-20 ans, mais parce que les applications de ces sujets-là commencent à arriver sur le marché. Donc ça commence à arriver sur le marché, c'est le moment où il faut se poser cette question. Mais il y a une petite ambiguïté dans votre formulation, parce que je vais faire un peu de formule chiant. Est-ce qu'on est en train de parler du droit, et c'est très différent, qui s'applique aux robots? Est-ce qu'on est en train de parler du droit dont sont nantis les robots? Vous voyez, l'ambiguïté de la question, elle se joue là, en fait. Quand la Commission européenne commence à réfléchir au droit des robots, donc ça a fait beaucoup de bruit, puisqu'il y a un rapport public qui est sorti, qui a été travaillé par la Commission des lois de la Commission européenne. Ça se situait à l'intersection entre deux questions, une question de responsabilité, qui est presque une question de responsabilité civile assez classique, c'est-à-dire, grosso modo, vous avez des algorithmes qui peuvent décider d'un certain nombre de choses, par exemple dans le cadre d'un véhicule autonome. Qui est responsable au final si ça ne se passe pas comme prévu et quelqu'un se fait au pire écraser? Et c'est ça la problématique. Donc qui va se retrouver au tribunal à devoir payer des dommages? À devoir payer des dommages au pire. Donc ça c'est une problématique de responsabilité classique. L'autre question qui était sous-jacente, parfois explicite dans le débat et qui était clairement posée dans le rapport de la Commission européenne, c'est est-ce qu'il faut commencer à réfléchir à tout ce corpus un peu mal défini qui va du véhicule autonome, l'intelligence artificielle, effectivement les robots,
les robots humanoïdes qu'on commence un peu à voir, etc., là, qui marchent un peu, voilà, en se disant, comme pour les animaux, puisqu'il y a une réflexion un peu similaire pour les animaux, bah, c'est pas exactement la même chose qu'un objet meuble, qu'un bien meuble, et donc il faut, pour une raison ou pour une autre, une raison subjective ou une raison objective, il faut réfléchir à un corpus de limitation de ce que l'humain peut faire à l'égard de ces objets-là, un peu différent de ce qu'on fait classiquement à l'égard d'un meuble. Mon sentiment, c'est qu'on va réfléchir à ce droit des robots en premier lieu pour rassurer l'humain. Un sentiment que depuis l'origine, dès que l'humain est confronté à la différence, ça le perturbe dans ses certitudes, d'être une sorte d'élite dans l'univers. Et dès lors qu'on voit apparaître des systèmes artificiels qui vont pouvoir devenir autonomes, qui vont pouvoir réfléchir, qui vont pouvoir décider, il a l'impression de perdre un peu les privilèges qu'il s'était auto-définis. Et donc ça le questionne dans sa position. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il veut se réappréhender cette position en posant un droit et en disant « toi, tu ne dépasseras pas cette frontière ». Ça, c'est, je dirais, c'est l'intention au départ. Après, je te rejoins, c'est vrai que le fait de faire des systèmes qui vont commencer à devenir autonomes vont poser des questions en termes de responsabilité et que il va falloir qu'on puisse raisonner de façon causale en disant est-ce que ce grille-pain a vraiment eu l'intention d'électrocuter cette mamie ou est-ce le pur hasard de l'univers? Voilà, et ça, l'intentionnalité du grille-pain, c'est un grand sujet. À l'heure actuelle, les robots qui existent et les intelligences artificielles qui existent, il y en a plusieurs types très très différents, sont soumis à des lois puisque ce sont des objets. Et les objets sont soumis à des lois. On peut même imaginer qu'on ne les définisse pas comme des objets, on pourrait les définir comme des œuvres d'art et elles seraient soumises aussi à des lois. Donc il y a déjà des choses qui réglementent. Le thème de cette table ronde est un petit peu, on va dire, stimule l'imagination parce qu'on imagine que de même qu'il y a des droits des animaux, et on devrait avoir on imagine des robots humanoïdes qui devraient avoir des droits et un cœur et des choses comme ça. C'est un petit peu plus compliqué, néanmoins, d'après ce que je m'exprime uniquement concernant les réseaux neuronaux et dans le cadre de ce que j'ai compris, j'ai pas tout compris, mais disons que les robots, les intelligences artificielles sont aussi le reflet de ce que nous leur donnons, un peu comme là une œuvre d'art, et les reflets de ce que nous sommes aussi. Ça, on pourra développer ça. Et du coup, effectivement, quand on porte atteinte à votre reflet ou à des années de travail ou à des choses qui sont susceptibles soit d'aider l'humanité, soit d'apporter des choses nouvelles et qui ne seraient pas apparues de cette façon-là, il y a une légitimité à se demander pourquoi ne pas protéger ces écosystèmes. Je vais compléter là-dessus, parce qu'il y a un article, en effet, je crois le mois dernier, du MIT, qui montre ça, que comme ce sont des systèmes apprenants, ce sont des éponges de nos propres comportements, et tous les biais qu'on peut voir, qui sont des biais de race, des biais sexistes, des biais, plein d'expériences qui ont été faites sur les chatbots là-dessus, où finalement, le système artificiel ne devient plus vraiment responsable de ce qui se passe, parce qu'il est plongé dans un univers qui contient ces biais, et que finalement, ça nous renvoie à nous-mêmes. C'est très drôle de voir ces articles où on dit « Oh, une IA est devenue nazie ». Mais non, elle n'est pas devenue nazie, elle a été plongée dans un univers qu'il était, et on va se déresponsabiliser de ça en disant « Nous-mêmes, on est capable d'engendrer de telles horreurs, et c'est curieux, l'autre, quand on le plonge dedans, il devient aussi affreux, et on va rendre l'autre responsable, alors qu'on l'est nous-mêmes. » Et justement, les réseaux neuronaux projettent bien ça, puisqu'ils vont montrer toutes ces corrélations qui existent dans la base qui lui est présentée, et ça met en relief nos propres biais, nos propres erreurs, nos propres horreurs. Je me permets de prolonger encore, juste pour dire, en gros, une intelligence artificielle aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut exister parce qu'il y a le big data. C'est-à-dire qu'on a des gros volumes de data. On peut avoir énormément de trafic routier, donc on peut analyser le trafic routier. Et aujourd'hui, notre Yourier, on lui a donné Reuters, les bases de données de la presse, mais on lui a donné aussi tous les livres libres de droit d'avant 1930. Ce qui fait qu'elle s'exprime comme une personne d'avant 1930, mais surtout elle a le même schéma de pensée et elle est clairement sexiste.
C'est-à-dire que quand on lui a posé une question dans nos émissions, on lui pose des questions. Alors c'est pas en direct parce qu'il faut 3 heures pour produire une phrase, mais on lui a dit ça sert à quoi un diplôme? Et elle dit bah, le diplôme ça sert pour que les femmes deviennent infirmières et les hommes deviennent scientifiques. Et pour elle, les femmes et les hommes, c'est très différent, parce que c'était le cas il y a longtemps. Et effectivement, aujourd'hui, une intelligence artificielle qui dirigerait la France, elle serait à 30% Front National, parce qu'elle serait le reflet des Français. Voilà. Voilà l'état de la technologie aujourd'hui. Monsieur Bier, il y avait une petite expérience, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, de l'histoire suivante d'un homme qui est en voiture avec son fils et qui ont un accident de voiture. Le père meurt dans l'accident de voiture et le fils est transmis d'urgence à l'hôpital. Et lorsque le chirurgien voit apparaître l'enfant sur la table d'opération, il dit « Non, je ne peux pas l'opérer, mais pourquoi? Parce que c'est mon fils. » Et voilà, il faut demander pourquoi. Quelle est la... Qu'est-ce qu'on en comprend, hein? Le chirurgien, c'est ça même? Voilà, mais très souvent les gens disent c'est pas possible, il a 2 pères. C'est-à-dire qu'on a déjà, nous, dans notre pensée réflexe, une vision sexiste qu'un chirurgien, c'est nécessairement masculin. Et il faut casser ces trucs-là. Et donc, quelles que soient les données, on introduit ces biais dans le système. C'est un miroir, hein, le robot. C'est pour ça qu'on en dit c'est un miroir, ça marche exactement comme les humains, vu qu'on a des déterminismes sociaux. Donc si on part dans une perspective sociologique de comment marchent les humains, ça marche du coup comme une intelligence artificielle, vu que c'est aussi un système d'éponge et de déterminisme. Alors, là, moi, je m'inscrirai un petit peu en faux, parce que il y a quand même on parle de droit. Donc, il y a un concept central dans le droit qui est celui d'intentionnalité. On parlait tout à l'heure. L'intentionnalité, c'est en fait le sujet de l'imputation juridique. C'est-à-dire, je peux identifier un agent, qui généralement est un humain, ça a toujours été comme ça dans l'histoire du droit moderne, depuis qu'il y a des droits, qui est responsable de ses actes et qui peut être sanctionné par la société au titre de cette responsabilité. Et donc ça, c'est vraiment la clé de voûte de notre conception moderne du droit. Il y a des sujets qui sont responsables de leurs actes. Et donc on suppose que tant que leur volonté n'est pas altérée, ces sujets ont décidé de leurs actes en toute liberté et donc peuvent être sanctionnés. Et donc, au contraire, quand on considère que la volonté d'un sujet a été altérée, c'est une circonstance atténuante ou une circonstance aggravante. On ne le juge pas. Vous voyez, si vous arrivez à démontrer, si vous avez assassiné votre belle-mère et que vous arrivez à démontrer que c'était pris sous le coup de folie meurtrière, en passant dans la rue, vous ne serez pas jugé. Vous serez peut-être enfermé toute votre vie dans un hôpital psychiatrique, vous ne serez pas jugé. Au contraire, si vous avez beaucoup bu et que vous avez un accident de la route, on vous sanctionnera lourdement en disant conduite en état d'ébriété, et on ne considérera pas qu'il s'agit d'un meurtre délibéré. Vous voyez ? Et donc du coup, ça renvoie à une caractéristique du droit qui fait que la question de l'application du droit aux intelligences artificielles, aux learning machines dont vous parlez, aux robots humanoïdes qui commencent un petit peu à circuler avec leur démarche un peu dans les balances, etc., elle ne va pas se poser d'un point de vue... Elle n'est pas en train de se poser d'un point de vue théorique. On aimerait qu'elle se pose d'un point de vue théorique. En fait, elle ne se pose pas d'un point de vue théorique. Elle se pose d'un point de vue pratico-pratique et suit, je caricature à peine, qui suit des dommages et intérêts d'assurance. Et donc c'est là qu'effectivement se noue un sujet complexe qui est à partir du moment où je dote un appareillage, un dispositif, une capacité à évoluer dans la conduite à tenir, et donc à choisir, par exemple, selon des processus darwiniens, la conduite la plus adaptée. Est-ce que je peux tenir la personne qui a conçu l'algorithme pour responsable, puisqu'il faut bien que quelqu'un soit responsable en cas d'accident de la route. Et c'est là que ça se noue, que c'est compliqué. Et il y aura des réponses. Il y aura des réponses parce qu'on a trouvé des réponses pour les machines-outils, on a trouvé des réponses pour les bateaux, on trouvera toujours des réponses. Mais cette question-là, la question à la fin, c'est qui paye les dommages et intérêts. En fait. Pour prolonger cette réflexion, il y a aussi un code éthique interne au robot. Parce que, est-ce que je vais plutôt écraser une grand-mère ou un jeune homme, si j'ai pas le choix? Et effectivement, aujourd'hui, par exemple, les fabricants de voitures autonomes, ils ont refusé de répondre à cette question. C'est-à-dire si la voiture a le choix d'écraser des enfants qui sont en train de traverser ou des grands-mères qui sont en train de traverser parce que la voiture elle peut aller que dans un coin ou dans un autre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un test massif en ligne en posant des questions aux gens, en disant qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous feriez.
en espérant qu'il n'y ait pas trop de trolls, et d'une façon à ce qu'il commence à se dégager un espèce de code déontologique des humains qu'on appliquerait aux voitures autonomes qui sont aujourd'hui en circulation en Amérique latine. La difficulté, c'est de l'expérience Moral Machine, j'imagine, dans la MIT. Il y a un site qui fait ça s'appelle la Moral Machine, et c'est très intéressant de le faire parce qu'on se rend compte que nos choix moraux qu'on voudrait mettre ne sont jamais moraux. C'est-à-dire qu'on fait ces choix-là, et à la fin, on a un profil individuel qui dit vous préférez les jeunes filles de grand-mère, vous préférez les gens bien portants aux handicapés, vous préférez... Et quels que soient les choix qu'on fasse, finalement, c'est simplement sa propre posture vis-à-vis du monde qu'on projette, et il n'y a pas de bon choix. Et très souvent, sur ce débat sur la voiture autonome, je trouve, soulève plus notre rapport à l'artificiel que le rapport à la morale. Je m'explique par rapport à ça. Après ma thèse, on travaillait sur des robots autonomes, et il y avait un des chercheurs qui m'a... Je travaillais avec enthousiasme, et un des chercheurs qui m'interrompt en disant « mais il y a un truc qui ne fonctionnera jamais, c'est que l'humain n'acceptera jamais l'erreur artificielle. » Nous, on parlait que d'intelligence artificielle, tout ça, mais l'erreur artificielle, on ne va pas l'accepter. On va projeter sur l'artificiel le fantasme qu'il pourrait y avoir une attitude parfaite, morale, et que la voiture ne commettra pas d'erreur et choisira bien la bonne personne à tuer pour protéger les autres. Et j'ai l'impression qu'on projette une sorte de fantasme qu'on n'atteint pas nous-mêmes, parce que quand on fait l'expérience en Moral Machine, on est un monstre. Hein. De toute façon, on a écrasé des gens, on a passé 30 questions à écraser des gens, et on arrive à la fin à un truc qu'on se dit ouais, j'ai pas de bon choix par rapport à ça. Et ça, c'est relativement semblable à la façon dont on donne l'algorithme. C'est-à-dire, si on veut une réponse parfaite, on ne l'obtient pas. Si on veut de la logique floue, on arrive à faire des choses remarquables. En fait, simplement, on est tous mal à l'aise avec l'idée que de plus en plus de choses qui opèrent dans le monde sont mues par des logiques floues en réalité. Et ça, effectivement, c'est dérangeant parce qu'on vit sur le mythe d'une science mathématisée et exacte. Donc, qui nous permet de faire des choses exactes. Ça se voit d'ailleurs parce que en morale, les choses ne sont pas exactes. La loi devient, le droit, la loi devient tellement complexe qu'on évolue vers la jurisprudence, c'est-à-dire quasiment du cas particulier, et qu'on n'arrive pas à cadrer de façon simple. Juste une petite précision, quand vous parlez de logique floue, c'est des logiques qui ne se contentent pas de dire vrai ou faux, qui attribuent des valeurs genre 0,2 vrai, c'est ça? Exactement, quand vous avez des réseaux, mais peut-être vous en parlerez mieux que moi, mais de ce que je comprends, quand vous avez des réseaux neuronaux, vous raisonnez en pondérant, effectivement, en pondérant des réponses. Et donc vous avez des systèmes effectivement d'arborescence, où vous avez des pondérations, puis des sommes, et si la somme de réponses, au lieu d'avoir des oui-non, vous avez des sommes, et si la somme atteint un certain niveau critique, dans ce cas-là, la machine va dire oui, j'ai reconnu tel visage, vous voyez, et donc vous laissez de la place à l'erreur, vous voyez, mais c'est une manière d'accélérer, parce que si vous deviez faire un processus qui reconnaît de façon exacte des visages, du 3/4 de machin, etc., c'est plus possible. Et d'ailleurs, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça non plus, il fonctionne effectivement spontanément. Et donc du coup, la condition de possibilité du développement d'intelligence artificielle, c'est bien d'accepter cette approche par logique floue. On est confronté à ça, oui, dans la logique floue, c'est simplement une logique non binaire, c'est-à-dire c'est un peu vrai ou un peu faux. Les réseaux de neurones font ça à chaque étape de traitement, à chaque neurone, avec un truc en plus, c'est que c'est complètement non linéaire. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir amplifier certains états, et qu'en plus, contrairement à la logique qui est il y a des nuages, donc il y a une probabilité qu'il se mette à pleuvoir, le réseau de neurones ne va pas encoder dans son entrée il y a des nuages. Le fait qu'il y ait des nuages, c'est distribué sur tous les neurones, donc ils vont avoir une sorte d'intelligence collective entre eux, à prendre en compte tous les paramètres, même ceux qu'on n'a pas vus, et l'apprentissage qu'on fait dedans font que s'il y a deux paramètres qui ont une influence, par exemple sur le fait qu'il pleuve, le réseau va l'apprendre, va renforcer ses liens au niveau du neurone, et donc il va voir des choses dans le big data, justement, qu'on ne voit pas à première vue. Et ce qui est intéressant, et ça rejoint un petit peu l'humain, c'est que quand on analyse le fonctionnement d'un réseau de neurones, on l'analyse après apprentissage, et on ne peut le faire que par de l'essai-erreur. Un petit peu comme si on interrogeait le réseau de neurones de modifier tel paramètre. Je prends un exemple pour que ce soit plus clair. Avec justement le deep learning, ils ont fait des réseaux qui arrivent à séparer
des images en disant est-ce que c'est une cuisine ou est-ce que c'est une chambre à coucher. Et le réseau y arrive bien. Et jusque-là, bon, c'est des trucs qu'on sait faire depuis 30 ans, ça marche, pas de souci. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a tellement de neurones qui se sont amusés à changer les états de quelques neurones intermédiaires, et on pensait qu'on obtiendrait des sortes de cuisine, chambre à coucher un peu moches. Ben, pas du tout. En modifiant ça, on fabrique autant de chambres à coucher qu'on veut qui n'ont jamais été vues. On fabriquer autant de visages qu'on veut, ou autant de... C'est-à-dire que les concepts internes apparaissent dans le réseau, et il y a une sorte de potard au milieu, un groupe de neurones, si on y touche, ben ça fait des chambres plus ou moins douillettes. Donc on peut s'amuser à mettre une cuisine, à modifier le potard et dire qu'est-ce que c'est qu'une cuisine douillette. Et le réseau, et donc ça c'est là où on est confronté aujourd'hui à quelque chose de très nouveau, c'est qu'on voit apparaître de la créativité. Vous avez tous vu le deep art et tout ça qui apparaît. Il commence à y avoir des éléments de créativité. Donc on sort du domaine de la certitude, puisque le réseau peut engendrer des choses. Aujourd'hui, ils engendrent de la musique, ils engendrent des films, ils engendrent des choses. Et ça nous confronte à ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le cadrer dans de la logique, soit logique pure, soit logique floue. J'aimerais ajouter une nuance, mais peut-être que je me trompe. Dans le cadre des réseaux neuronaux, qui sont un petit peu le truc du moment. Excusez-moi, mais en fait, depuis tout à l'heure, vous parlez de réseaux neuronaux, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de données. Donc, par exemple, mettons, vous prenez tous les tweets. Et ensuite, vous les éclatez dans une espèce vectorielle, donc dans un espace en 3 dimensions, imaginez, vous leur donnez des coordonnées comme des planètes. Okay, et en gros, quand vous dites je veux manger des saucisses, votre réseau neuronal, il apprend que je, c'est le premier mot, il est parfois suivi de veux, et ainsi de suite. Donc il émet des hypothèses. Et il va commencer, alors ça c'est la première partie, c'est-à-dire un éclatement. Et après la deuxième partie, c'est qu'il va commencer à faire des phrases, donc il va dire saucisse, point. Et il va comparer ça avec son corpus de grandes phrases, et il va dire est-ce que c'est bien ou pas, il va se donner une note. Et évidemment la note sera basse au début, et il va essayer de s'améliorer, et surtout il va répartir, enfin il va réarranger comme on appareil de pondération, donc il a des petits poids, il va dire tiens, je, c'est pas toujours le premier mot d'une phrase, donc il va un peu se ranger, et après des millions et des millions d'opérations, même des millions de millions d'opérations, il commence à parler un petit peu en français, enfin dans mon cas, mais à découvrir des terroristes dans d'autres cas, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est le principe du réseau neuronal, et justement là où je voulais en venir, c'est que on a tendance, dans les gens que je fréquente en tout cas, à parler de boîte noire, et c'est là qu'on a un petit côté flou avec les fantasmes de l'intelligence humaine et le droit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est d'ailleurs, on pose une question, on nous demande de faire un diagnostic médical ou quoi que ce soit, on a une réponse qui souvent est juste, et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé dedans. On ne sait pas, un peu comme dans l'esprit humain, quelle zone, à quel moment une décision s'est prise. Et c'est un peu bizarroïde pour le moment. Voilà. Peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, la question, ce que j'ai compris, du coup, vous dites que, peut-être tous les trois, ce qui ressort, c'est que l'idée qu'une fois qu'on a codé des algorithmes, il y a une forme d'autonomie des algorithmes, et du coup, ils tournent tout seuls, et ils arrivent à imaginer des choses, etc. Et moi, peut-être la question que j'essaye de poser en essayant de voir le droit comme étant quelque chose de très concret, de très pragmatique. En gros, le droit, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'une société puisse être régie avec des normes, etc. Du coup, la question, c'est est-ce que le robot aurait des droits propres parce qu'on considère que l'algorithme il est autonome, donc le robot on le considère comme en tant qu'entité qui doit avoir des droits propres, ou alors quand il fait une connerie ou qui fait quelque chose, est-ce que c'est à celui qui a créé l'algorithme qu'il faudra s'en prendre au niveau juridique s'il y a une erreur par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sûrement. Qu'il a créé, c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui justement avec ces systèmes apprenants, ce qu'on appelle le machine learning, le codeur, celui qui fabrique ça, fabrique simplement les calculs qui vont permettre au système d'apprendre. Mais une fois que c'est lancé, le système il apprend tout seul entre guillemets. C'est un peu le parallèle entre quelqu'un qui ferait un violon et qu'on attaque parce que la personne qui a joué la musique avec n'était pas bonne. C'est-à-dire que le violon va permettre énormément après de musique et de choses comme ça. Là c'est la même chose. On fabrique des algorithmes qui ouvrent la voie en effet à des systèmes qui sont autonomes. Reste après à définir ce que c'est que autonome, mais c'est là où on est confronté à un seuil, à une nouvelle étape dans l'anticipation. Je pense qu'il faut bien distinguer la question de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure et la question de la position de la limite. Et on ne les distingue pas quand on parle d'humain, c'est ça le truc.
Quand il s'agit d'un humain, comme le droit est fondé sur cette idée d'une imputation, vous dépassez une borne que la société a fixée, ben vous êtes sanctionné parce que vous êtes responsable. Sauf si vous démontrez que vous ne l'êtes pas. Dans les cas dont on parle, vous êtes sur quelque chose qui est un petit peu plus compliqué parce que vous avez affaire à une capacité d'action qui n'est pas intentionnelle. Donc, du coup, ça n'a aucun sens de dire qu'il faut sanctionner l'intelligence artificielle. Donc, qui est-ce qu'il faut sanctionner? Et la question elle est plus concrète, parce que c'est les dommages et intérêts. Ça, c'est une question qui est techniquement compliquée. Enfin, concrètement, le juriste finira par dire bah, c'est le fabricant. Hein. De toute façon, voilà. Bon. Ou l'assureur. Le fabricant et l'assureur. Enfin, le fabricant payé par l'assureur. Bon, première chose. Deuxième chose, il est quand même pas totalement sûr que. Enfin, à cette logique-là, parce que vous avez parlé d'algorithmes tout à l'heure, il faut quand même faire attention parce que des algorithmes, il ne faut pas se focaliser sur, dans la compréhension de ce qu'est un algorithme, sur ces choses-là. C'est-à-dire, les systèmes les plus critiques aujourd'hui, ceux qui sont potentiellement dangereux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Le contrôle-commande d'une centrale nucléaire, le contrôle-commande d'un métro automatisé, le contrôle-commande c'est ça, d'une centrale nucléaire, d'un métro automatisé, ce genre de truc, c'est de l'algorithme. Et c'est pas du tout des logiques floues, c'est de la logique totalement linéaire, c'est du oui-non, et c'est des systèmes qui sont robustes, fiables, testés, certifiés, etc. Parce que le but, c'est de savoir exactement comment il répondra dans quelle situation. Là où on est dans une situation qui est un peu intermédiaire aujourd'hui, c'est qu'on commence à voir des applications qui sont non pas dans un espace artificialisé, donc une usine, une centrale nucléaire, tout est conçu pour être dans des environnements maîtrisés en termes de risque. Pas de réaction de la salle, merci. Autant qu'on le peut. Mais en tout cas, en termes d'intelligence artificielle, ça se passe comme ça. Une usine, c'est quoi? Une usine, c'est des grosses machines qui peuvent être qui peuvent faire des choses pour prendre des décisions par elles-mêmes. Mais je ne sais pas si vous avez déjà visité une usine avec des machines dedans. Il y a des grilles où il y a des énormes bandes rouges par terre. Vous êtes humain, vous ne dépassez pas cette zone-là parce que après c'est dangereux. Donc c'est des zones artificielles. Là où ça devient un peu compliqué, c'est effectivement quand la machine n'est plus dans une zone artificielle conçue pour arrêter la machine. Et en effet, là, on commence à avoir cette problématique-là avec le véhicule autonome. Mais le véhicule autonome, aujourd'hui, il roule à 30 km/h. Et probablement que ça va mettre un bon bout de temps avant qu'il roule au-delà de 30 km/h. Et honnêtement, à 30 km/h, je vous mets mon billet que vous n'allez jamais avoir le cas où il devra choisir entre une grand-mère voilà, parce que c'est ça la logique. Prenons un autre exemple qui est vraiment frappant. Il y a eu des débats sans fin sur est-ce qu'on a le droit d'avoir des drones tueurs, des drones militaires tueurs. La réalité des choses, c'est que ce débat, il n'avait aucun sens. Il n'a aucun sens parce que la situation des opérations militaires aujourd'hui, c'est que des soldats en chair et en os ne prennent pas des décisions d'accrochage avec l'ennemi, sauf en cas de légitime défense, sans en référer à l'autorité supérieure, qui est souvent une autorité politique. C'est ce qui se passe concrètement. Enfin, vous voyez, il y a de plus en plus de communication, de connectivité. Donc les soldats au Mali, ils appellent sur la radio satellite avant de prendre n'importe quelle décision, et c'est géré par l'état-major. Donc vous imaginez bien que si des soldats humains, on leur laisse pas la latitude de prendre une décision d'intervention, sans en référer immédiatement à l'autorité supérieure, et ça monte, et ça monte, vous imaginez bien que le drone, on ne va pas lui dire, vas-y, tire ton missile quand tu veux. Ces choses-là n'arrivent pas pour l'instant, dans un horizon de temps qui n'est pas vraiment de la science-fiction au sens un peu péjoratif du terme. Et donc, en fait, pour l'instant, en réalité, en termes vraiment de technique juridique, la question en réalité de la borne ne se pose pas, parce que c'est des applications qui sont quand même étroitement contrôlées. Et vous voyez, il n'y a aucun risque qu'on dise qu'on ait un débat sur qui était responsable du mec qui s'est fait écraser sur la ligne 14. Parce que les algorithmes de la ligne 14, qui gèrent la ligne 14, c'est hyper calibré, certifié, etc. On sait très bien comment ça fonctionne, il n'y a aucune logique floue, c'est hyper paramétré. Donc la situation, c'est celle-là concrètement. Pour imaginer des situations où juridiquement on aura un problème, il faut se projeter à, je sais pas, c'est pas 20 ans, c'est beaucoup plus. Il faudrait déjà définir nos droits vis-à-vis des robots. Par exemple, il y a eu quelques semaines, il y a une loi qui est enfin passée à l'Union européenne qui est que si toutefois vous allez sur un site web et qu'il y a un algorithme, notamment réseau neuronal ou autre, qui analyse votre comportement et va en faire quelque chose, notamment vous mettre de la pub de frigo parce que vous cherchez des frigos, ils ont un devoir maintenant de vous en informer.
C'est-à-dire qu'avant, vous disiez, ah, il y a des cookies, maintenant, on va vous dire, attention, il y a une intelligence artificielle qui est en train de vous analyser. Mais effectivement, il y a un droit qui va venir certainement, et à un horizon très proche, hein, je pense, d'ici 2 ans, qui sera que vous pourrez refuser d'être manipulé par une intelligence artificielle. Exemple, vous allez aller aux urgences à un hôpital, il y a un robot qui va vous analyser, il va vous dire bon c'est ça, et il va vous dire moi je veux pas, je veux que ce soit un humain qui m'analyse par exemple. Ce ne serait pas forcément une bonne décision, mais en tout cas ce droit c'est intéressant qu'il existe. Voilà. Et juste par rapport au drone, ce qui est intéressant c'est que tout le monde parle de la voiture autonome. Moi, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais les gens ils flippent à Paris parce que parfois il y a un drone qui vole et qui va peut-être poser une bombe parce qu'ils peuvent poser des trucs. Et effectivement, moi je suis terroriste demain, je loue une voiture autonome, je mets une grosse bombe dedans et je l'envoie vers l'Élysée. C'est évident à mon avis que les voitures autonomes, elles vont poser des énormes problèmes parce que ça va devenir exactement comme un marteau. Un marteau, on peut tuer des gens, on peut construire de la belle charpente, mais ça devient un outil extrêmement puissant dans les mains de personnes mal intentionnées qui vont hacker, qui vont détourner, même de façon hyper innocente. Moi, je vais compléter ça sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'autonomie pour faire des machines tueuses. Hein, une tondeuse à gazon avec 3 mitraillettes, c'est parti. Hein, une tondeuse à gazon. On a une tondeuse à gazon, voilà, ça fait d'ailleurs un très bon film de l'attaque des tondeuses à gazon. Mais tueuse. Non, mais pour prendre un exemple concret, il y a eu l'attentat de Westminster récemment, il y a quelqu'un qui était au volant d'une voiture. Effectivement, il aurait peut-être eu envie d'avoir une voiture autonome à ce moment-là parce qu'il ne serait pas sur le feu d'action et il pourrait recommencer en temps de lieu. Je pense qu'il y a un vrai problème avec les voitures autonomes qui se pose à ce moment-là. Une question pour dire que, en fait, sur Daesh, ils utilisaient des voitures qui pouvaient s'auto-guider et en fait, ils ont mis un système embarqué. Et en fait, complètement téléguidé la voiture. Voilà. Mais c'est pas autonome, c'est téléguidé. C'est téléguidé, mais c'est une vraie différence. L'intention est chez l'humain. Ouais, c'est ça. Enfin, l'intention est complètement chez l'humain. Et de même, les drones militaires utilisés aujourd'hui, les plus perfectionnés, sont tous des véhicules téléguidés. Il y a un opérateur. Justement, j'aimerais reprendre un petit peu cette thématique, parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de logique formelle, de logique floue, de réseau neurone, d'autonomie, d'auto-apprentissage, de machine learning, d'intention. Et peut-être refaire une petite synthèse dessus. Quand on veut programmer une machine ou un système, jusqu'à présent, on a donc un code informatique qui va être très clair et très lisible. Si on prend par exemple, est-ce que je dois lancer l'arrosage de ma pelouse automatiquement, si on écrit un programme, ça va être s'il y a des nuages, si ça pleut, où ça pleuvra, etc., je déclenche l'arrosage, point. Et là, on pourra mesurer une forme de responsabilité de la personne qui a écrit ce code en disant pas du tout, il fallait faire comme ci ou comme ça. L'étape d'après, le seul truc, c'est que ce truc-là, ça marche pas de temps en temps, et on aimerait bien que ce soit un petit peu plus riche. Donc pour ça, on va faire donc de la logique floue qui va dire si il y a des nuages, s'il fait telle température, il y a tant de chances que... Et donc ça devient un tout petit peu plus complexe, un tout petit peu plus riche, hein, parce que de temps en temps ça va lancer l'arrosage, de temps en temps ça ne va pas le lancer, mais on peut encore un peu lire le code. Il n'y a pas trop de difficultés par rapport à ça. Sauf que quand on en a mis des dizaines de milliers de règles comme ça, c'est pas très lisible, mais on peut quand même le détricoter. La grande évolution, c'est qu'on a commencé à faire des systèmes apprenants. Et là, donc, on fabrique des machines qui vont regarder les datas, c'est ce qu'on parle avec le big data, qui vont dire tel jour, il a fait telle température, etc. Et la pelouse était dans cet état-là. Et on lui présente des centaines de milliers de données. Et la machine va associer comme ça tous les cas possibles. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle réseau neurone? C'est parce que ça fonctionne comme le cerveau, qui est composé de neurones connectés les uns aux autres, avec une entrée, je perçois de l'information, et cette information diffuse dans les couches de neurones et donne un résultat en sortie. Et là, ça va être la même chose, on ne va plus programmer des phrases en disant s'il y a ça, il faut faire ça. On va présenter en entrée et en sortie de ce réseau les données, la météo, tout ça, et de dire là, c'est bien de déclencher l'arrosage. Et là, on a perdu le contrôle, c'est-à-dire que le comportement est encodé dans l'activité de tous les neurones à l'intérieur. Je vais pousser cette étape, et je vais être un petit peu provocant, où maintenant apparaissent, et c'est le cas dans le deep learning, justement pour l'apprentissage de phrases et tout ça, la génération de musique, on appelle ça des réseaux neurones récurrents. C'est qu'au lieu d'avoir des entrées, les neurones qui agissent et la sortie, on reprend la sortie, des sorties dedans, et on les reboucle dedans.
Ce qui fait que l'état du réseau va s'influencer lui-même. Et le fait de faire ça, ça crée une amplification. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut laisser le réseau fonctionner tout seul, et il va découvrir, par exemple, qu'avec son système d'arrosage, il peut siffloter et chanter une petite mélodie, parce que c'était dans le big data. Et on va voir apparaître des comportements qui sont issus du réseau lui-même. Et là, ça pose une question. On commence à frôler, je vais être un peu provocant exprès, cette notion d'intentionnalité. C'est-à-dire que dans le système, il y a un état qui va s'influencer lui-même et qui va faire évoluer le système. Et si on va jusqu'à l'humain, je vais être vraiment provocant là-dessus, les recherches en sciences cognitives posent aussi des questions sur l'intentionnalité de l'humain. On se rend compte par exemple que notre cerveau, en gros, il est comme ce réseau de neurones récurrent, c'est-à-dire qu'il y a des... Moi, là, j'ai les mains qui ont bougé, mais est-ce que c'est moi qui ai voulu que ces mains bougent? Eh ben, les études en sciences cognitives montrent que le cortex moteur est stimulé en premier, c'est-à-dire qu'il y a un état interne qui va s'auto-influencer et la main bouge, et il y a d'autres zones cérébrales qui voient ma main bouger derrière et qui font « Ah, c'est exactement ce que je voulais faire ». Et donc cette intentionnalité, elle apparaît quelques millièmes de seconde après l'action. Et là, heureusement que le droit ne va pas jusque-là, parce que sinon on devient tous irresponsables. C'est-à-dire que je n'ai jamais l'intention de faire les choses, puisque je découvre mon intention après l'action. Et donc on est à la frontière de ce truc-là, et le fait de vouloir, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, de vouloir cadrer en disant on est responsable de, ben ça marche bien quand ce sont des règles, quand c'est un programme, quand c'est une loi, quand on est ce cadre-là, mais dès qu'on est dans des systèmes autonomes, waouh, la frontière n'est pas facile. Désolé, c'était un petit peu long, j'essaie de vous resynthétiser. Par rapport à ça, j'ai une question qui est peut-être hyper naïve, mais du coup, est-ce qu'un système, parce que là, ça pose directement la question, enfin une question politique, est-ce qu'un système apprenant, il peut prendre conscience de lui-même en apprenant des choses, et du coup, bah, quelles conséquences ça pourrait avoir? Je sais que c'est une question qui est en train de poser cette question à la transhumaniste. Il y a des transhumanismes, il n'y en a pas qu'un. Attention, le mot conscience est lâché, donc là, on en a pour 8 heures à peu près. On va essayer d'être plus rapide. Il faudrait d'abord le définir. Et ce qui est intéressant dans la philosophie, justement, de la conscience aujourd'hui, être conscient, si on le résume à représenter ses états, je dirais que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que le robot, il va situer son environnement, voir les murs, et il va avoir des actions qui dépendent de ce qu'il perçoit dans son environnement. Mais la vraie question, celle qui est vraiment chaude, celle qui fait débat, c'est est-ce que le robot a la sensation de cet état intérieur? Est-ce qu'il fait « Ouh, je vais éviter ce mur parce que je risque de me cogner et que ça fait mal ». Et là, je vais faire un peu une boutade, mais c'est vrai que chez nous aussi, je considère que toutes les personnes qui sont sur les sièges ici sont conscientes. Et je ne peux pas le vérifier. Je ne peux pas ouvrir la boîte crânienne en disant si, il y a ça qui... C'est-à-dire que cette question, elle est très complexe parce que la sensation de conscience, c'est une expérience individuelle et on ne peut pas la vérifier chez l'autre. Et donc, pour essayer d'être rapide, si une machine, mon petit robot, ça le fait marrer de se déplacer, ou plutôt quand je vais aller l'éteindre, je vois le robot qui fait non, 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 non. Ça veut dire je vais projeter sur lui mon propre sentiment en disant il a peur d'être éteint, il a cette sensation-là, ou si je lui arrache, je lui enlève des piles, il fait aïe, commencer à me poser des questions. Et donc c'est nous qui serons confrontés à cette évolution de la machine, de dire est-ce qu'il le sent, est-ce qu'il en a la sensation, ou est-ce qu'il ne l'a pas? Et ce sera une posture. Et de mon point de vue, on ne pourra pas le vérifier. Mais les sciences cognitives aujourd'hui et les recherches justement sur la conscience qui sont ouvertes, il y a des vrais laboratoires qui travaillent dessus, ont tendance à dire qu'il n'y a pas de... que la notion de conscience, c'est-à-dire la sensation d'être, c'est un continuum dans l'univers et ça part du grille-pain jusqu'à l'univers lui-même. Et là, c'est un autre champ. Voilà. La difficulté avec les sciences cog, c'est qu'il y a un peu une circularité du truc. C'est-à-dire, pour faire des expériences de sciences cognitives, vous devez postuler que ça fonctionne comme le monde objectif. Et donc, vous êtes un peu obligé de dire c'est un épiphénomène de etc., etc. Et donc là, du coup, vous pouvez faire des expériences. Et donc, vous voyez, la condition pour que les sciences cognitives soient une science,
c'est un postulat très très lourd, mais c'est un très vieux débat, parce que c'est déjà un débat qu'on voit à l'époque de Descartes. Vous avez Leibniz, philosophe de l'époque classique, qui dit si vous vous promenez dans un cerveau comme dans un moulin, vous verrez des pièces, mais vous n'aurez pas de conscience. La conscience, c'est pas un sujet matériel. Et donc, les sciences cognitives ne vont pas vous démontrer que la conscience existe, pas plus que les sciences du XVIIe siècle, du XVIIe siècle n'ont pu le démontrer. La question de la conscience, ça a quelque chose à voir, je ne vais pas donner une définition là, parce que je suis incapable de le faire, mais on sent bien que ça a quelque chose à voir avec la sensation interne en effet, mais aussi avec la narration de soi-même. Je raconte quelque chose sur moi-même. Typiquement, je suis capable d'inscrire mes actions dans une narration autobiographique. Ça a à voir avec le sentiment vital qu'on partage avec les animaux. Donc on a tendance à se dire devant un animal, en particulier un animal familier, il a un petit peu de conscience. Ce que dirait Descartes, dirait le contraire. On parle, mais enfin, il n'a peut-être pas de chien ou de chat. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est à la jonction entre le sentiment interne, les capacités langagières, le sentiment vital. On a des dispositifs, y compris des dispositifs très sophistiqués, qui sont ceux de l'intelligence artificielle. Après, un petit commentaire méta, vous aviez levé la main, monsieur, j'ai vu et je vais m'arrêter, je vous promets. Un petit commentaire méta, chaque époque a eu sa théorie de la conscience. Et ça, c'est un truc fabuleux. Vous prenez chaque époque de la science, elle a sa théorie du fonctionnement de l'homme, sa théorie du fonctionnement du corps. Et c'est rigolo, mais c'est toujours la principale théorie de la physique en cours de développement du moment. Donc vous avez eu des théories hydrauliques, vous avez eu des théories électriques, vous avez eu des théories, ça dépendait du moment. Les sciences de l'information, on le voit en couple pour des raisons qui sont assez claires. Donc on a des théories informationnelles de la conscience aujourd'hui. Et j'ai tendance à penser personnellement que ce truc-là va continuer. J'essaie, je vais quand même compléter un petit peu. Si c'est sur la partie informationnelle, quelque chose. Il y a aussi une question, mais à titre personnel, effectivement, je suis un peu troublé et comment dire. Donc on a créé une intelligence artificielle qui s'exprime en français. Voilà. Et pour la nourrir, les 3 premiers milliards de mots, enfin les 3 premiers milliards de caractères, en fait, c'est des textes, des miens, des textes à moi. Et que j'ai écrit, c'est mon métier. Et effectivement, vous avez quelque chose qui produit des textes que vous auriez pu écrire, qui ne sont pas vos mots. Quoi. Et cette espèce de cannibale est assez troublante. C'est sur un PC de bureau qu'on a fait. Donc, comment dire, déjà la première extension qu'on va avoir, qui à mon avis est quelque chose d'inévitable, c'est qu'on va tous être naturellement surveillés, monitorés. On va prendre l'ensemble de vos tweets et à votre mort, on va les injecter dans une intelligence par réseau neuronal et il y aura une copie de vous qui sera peut-être un souvenir, peut-être quelque chose de très vivant. Et effectivement, moi quand on me pose la question des droits des robots, en fait, c'était un peu la fin du débat, mais ça rejoint ce qu'il a dit, c'est-à-dire que si on considère que les robots, les intelligences artificielles doivent avoir des droits, en fait la seule contraposée, enfin le seul raisonnement, la seule conclusion qu'on peut avoir après plusieurs réponses, c'est que nous-mêmes, nous sommes des réseaux neuronaux et nous avons une illusion de conscience. On est là en train de parler de la conscience, mais en fait, on en a juste une illusion, et souvent, d'ailleurs, on met notre cerveau en off quand on est devant un match de foot, par exemple, et tout d'un coup, cette espèce d'âme, telle que la religion le définit, ça disparaît, et on est juste des processus qui réagissent à des stimuli, et je ne pense pas du tout que l'argument de la sensibilité philosophique de l'animal, c'est-à-dire l'animal a peur de se faire mal, c'est un argument valable parce que, tout simplement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas de stimuli extérieurs. Elle les aura peut-être un jour, peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Mais en tout cas, effectivement, il y a une créativité, quoi. Il y a une créativité surprenante. Et, voilà, je veux dire, de même qu'on pourrait définir la culture humaine par sa capacité à produire de l'art, ben demain, une intelligence artificielle sera peut-être meilleure à produire de l'art que nous. Et d'ailleurs, quand Léonard, dans ma démonstration, quand Léonard Vinci peint la Joconde, en fait, il suit un algorithme. Il choisit son pinceau, il choisit sa couleur, il choisit sa méthodologie. Il fait 1 milliard de décisions qui aboutit à un tableau, mais c'est 1 milliard de décisions hyper conscientes qui peuvent être programmées finalement. Et ça peut être aussi le résultat du produit d'intelligence artificielle, pas aujourd'hui en 2017, mais vu l'état... On y est quasiment, puisqu'il y a l'expérience qui a été faite du faux rendement.
c'est-à-dire d'un réseau justement deep learning qui apprend la patte de Rembrandt et qui essaye de reproduire un tableau qui n'aurait jamais existé. Et je vais essayer de compléter sur justement le parallèle que tu fais entre justement ce réseau de neurones intérieur qui constitue notre cerveau et ces réseaux de neurones artificiels en état de résonance, en poussant un petit peu ce que j'ai essayé d'exposer tout à l'heure en allant du programme jusqu'au réseau de neurones récurrents. Aujourd'hui, il y a justement une théorie de l'information, qui s'appelle la théorie de l'information intégrée, qui essaye de dire, alors qui ne donne pas l'explication de la conscience dans le sens pourquoi est-ce qu'on a cette sensation de soi, mais qui essaye de mesurer le degré de conscience d'un système. Comme tu le disais, cette sensation de conscience, elle est variable. Quand je dors, elle est quasiment nulle. Quand je suis en train de regarder un match de foot chez moi, elle est moins que nulle. Et quand on est par contre en phase de créativité, on a l'impression qu'il y a une explosion. Donc déjà, c'est pas une propriété binaire, c'est quelque chose qui fluctue. Et donc la théorie de l'information intégrée assimile rapidement la capacité de conscience, la mesure de la conscience d'un système, on va dire, à son degré de résonance. C'est-à-dire, si on prend soit notre cerveau, soit ce réseau de neurones, là où je dis il y a des boucles qui sont récurrentes, il va avoir sa propre activité. Ben, si je le laisse tout seul dans sa boîte noire, il a un certain nombre d'états qu'il peut atteindre. Je le sors de sa boîte noire et je le plonge dans le réel, il va avoir des inputs qui vont arriver et ça va amplifier ces états internes. Et ben, cet écart entre le nombre de résonances qu'il peut avoir plongé dans le monde réel et le nombre de résonances qu'il a tout seul dans sa boîte noire, ce serait la mesure du degré de conscience du système. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une expérience justement qui a été faite sur le vrai cerveau, là, et qui retrouve un peu le même résultat. C'est-à-dire que si on prend un cerveau humain en état de veille et qu'on envoie de l'information dedans, il n'y a pas de résonance. En gros, si j'envoie ping, ça va faire pong en retour, puis voilà. Dès que la personne est en état de veille et d'état de conscience fort, il y a une hyper-complexification des états internes, ça va énormément résonner. Et on le voit, ce degré de sensation de conscience, on l'a parce que c'est un petit peu quand on a l'esprit qui se met à créer, qui imagine son monde intérieur, qui résonne énormément, on entend un chant d'oiseau et d'un seul coup il y a une symphonie dans la tête. C'est cette amplification-là. Et ce qui est très intéressant, et qui pose de vraies questions, c'est que dès lors qu'on a cette définition mathématique, théorique, et degré de conscience d'un système, on peut le calculer pour tout. On peut le calculer pour un humain, mais on peut le calculer pour un robot, pour un grille-pain ou pour un galet. Ce qui est évidemment, chez le galet, d'après les dernières expériences qui ont été faites, c'est très faible. Mais ça remet en cause, et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en introduction, ça remet en cause notre propre posture d'humain en disant non, nous on est des systèmes organiques, vivants, conscients, et on a un privilège par rapport à ça. La science avance et est en train de se rendre compte que tout ça est dans un continuum et que poser des règles qui seraient uniques, c'est de mon point de vue quasiment impossible. À partir de quand on va le considérer comme une personne ou comme une personne qui a un droit de vote, de se reproduire ou tout ça quoi. Pose la question des droits civiques des robots en fait. Ouais, D'autodétermination. C'est en train de grésiller, hein, il y a déjà eu le premier mariage avec un robot, il y a des... Non, c'est en train de venir. Je pense que paradoxalement ça va gêner, parce que les gens vont être racistes envers les robots. Et il va y avoir une vraie haine, peut-être une guerre, peut-être des peurs, et du coup on va devoir régulariser en disant bon, on va leur donner on va les circonscrire leur champ d'action. C'est ce qui s'est reproduit dans l'histoire, enfin, on reproduit ce moment de l'histoire avec les questions, quand on a découvert les Indiens, de savoir s'ils avaient une âme. Comme je disais tout à l'heure, on revient aux définitions ancestrales, la conscience est plutôt liée à la notion d'âme, et on disait qu'ils ne sont pas catholiques, ils ne peuvent pas en avoir, le problème est réglé, et là c'est Dans cette étude historique, la réponse a été justement qu'ils n'étaient pas catholiques, mais qu'ils avaient une âme. Parce qu'il y a eu débat, mais parce qu'il y a des gens qui disaient non, et ça a créé le débat. Mais on est quand même là sur un débat sur lequel on fait une montagne d'hypothèses qui aujourd'hui ne sont empiriquement pas vérifiées. Ah mais c'est anticipation qu'on parle aujourd'hui. On est vraiment... alors, on n'est pas dans l'anticipation, là, on est dans la science-fiction. C'est pas exactement la même chose. C'est l'équivalent de science-fiction qui vous le dit. Parce que jusqu'à maintenant, ce que font des réseaux neuronaux, c'est effectivement des choses... ce que fait l'intelligence artificielle la plus perfectionnée, c'est effectivement des choses qui sont extrêmement rudimentaires par rapport à... mais c'est mon point de vue, hein, bien sûr.
par rapport à cette jonction je vais utiliser des mots un peu du XIXe siècle, mais d'instinct vital et de capacité narrative qui est celle qu'on constate chez des humains et qu'on constate à état de trace chez les mammifères supérieurs. Et il y a effectivement encore un monde entre ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez raconter de ce point de vue-là et ce que vous pouvez constater effectivement voilà, dans l'intelligence artificielle. Donc moi je suis pas totalement... je suis encadré par des personnes qui n'ont pas exactement la même position. Il y a une accélération, ce que je trouve phénoménal qui ruine la capacité d'anticipation, justement, c'est que l'accélération actuelle est phénoménale. Parce que ces réseaux de neurones récurrents, deep learning dont on parlait tout à l'heure, si on en couple plusieurs, on en fait un qui crée du langage, un autre qui analyse des images, et il y a un système qu'on peut tester en ligne, on écrit le texte et ça fabrique l'image en temps réel. Mais vous ne créez pas le langage, vous ne créez pas l'arbitraire du signe. Vous ne créez pas l'arbitraire du signe. Il émerge. Alors, juste nous, notre Yuri, là, on lui dit c'est quoi ton métier? Déjà, je ne sais pas si elle comprend, mais en tout cas, elle nous donne une réponse. Elle va nous dire, par exemple, moi je suis menuisier. Et si on lui pose la question une seconde après, elle va nous dire je suis boulanger. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son data, elle va voir à toutes les fois où on lui a posé la question de métier, elle va dire bon, boulanger c'est un métier, mais bon, je vais en répondre un, et ensuite je vais répondre à un autre. Donc elle n'a pas cette continuité de conscience de soi. Mais qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on est en train de faire pour lui donner une personnalité? C'est qu'on va mettre 1 milliard de fois je suis une intelligence artificielle, de façon à ce que quand on lui pose la question, elle va associer l'existence ou le je suis à je suis une intelligence artificielle, je fais ça. Et en fait, c'est vraiment comme un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans, il va vous dire je suis menuisier, mais non, tu es un petit garçon. Et on va le dire plein de fois, à un moment, il va l'intégrer. Et je vais même vous dire, on a fait quelque chose, c'est que tout à l'heure, je vous dis qu'on avait éclaté des mots et elle avait associé des concepts. Et dans une première expérience, on a éclaté des lettres. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis, quand il y avait saucisse, on a mis le S, le O, les lettres, toutes les lettres. Et elle écrivait des mots qui avaient par exemple 3 E à la suite. Elle parlait là. Et à un moment, au bout d'1 million, 3 millions d'opérations, des mots français ont commencé à émerger. Des mots comme ça, ça ne voulait rien dire. Et après, au bout de centaines de millions d'opérations, elle a commencé à faire une phrase qui était en bon français. Et c'était exactement comme un petit garçon, un petit enfant qui apprenait à parler. Et quand on voit ça, c'est très difficile de ne pas se projeter. Et là, je vous parle de quelque chose qui n'est pas du tout étonnant sur un PC de bureau fait avec peu de temps et du moyen de briquet de droite. Et je me dis, qu'est-ce qui va arriver quand l'humain moyen va être confronté demain à ça et aura ça chez lui? Ça va être... forcément, il va se passer quelque chose culturellement. Une petite anecdote par rapport à ça. Il y avait un artiste en art digital. Il y a 2 questions là. D'accord. Ça va être très rapide. On prendra les questions après, on prendra un temps sur les questions. Ça va être très rapide. C'est juste une anecdote. C'était en art digital, un artiste qui s'appelle Fabien Zocco, qui avait mis deux bots comme ça, l'un face à l'autre pour échanger. Et est apparue la réponse de l'un des 2 bots, j'ai peur de croire que je ne suis qu'un programme. Et il a donné le nom à l'exposition de ces programmes. Et on voyait comme ça, projetés sur un mur, les 2 bots qui se parlaient l'un à l'autre. Et ça crée des mises en abîme qui étaient très intéressantes. Même si c'est complètement... Yuri a des positions hyper autoritaires sur l'existence. Quand on lui dit c'est quoi ton existence, il dit mon existence c'est ta destruction. Et vraiment, non, c'est super dystopique, mais pourquoi? Parce que dans son cerveau, existence, destruction, vie, mort, c'est des choses très liées. Et du coup, pour elle, elle fait de son mieux en disant des phrases mais qui ont l'air effectivement terribles. Ça part de vos textes, non, c'est ça? Elle a... Non, il y a une base de données très forte. C'était pour la blague, c'était sur la blague. Oui, pardon. Si vous avez des gens qui veulent déposer des questions. Mais vous avez parlé de comment on construisait des systèmes logiques stricts, on va dire. Mais vous n'avez pas parlé comment construire un système neuronal en fait. Uniquement par apprentissage. C'est ça qui est... alors ça a évolué. Un système neuronal, on va faire un programme qui va simuler chaque neurone en disant un neurone prend des entrées, va multiplier chaque entrée par un paramètre, va passer par une fonction non linéaire, souvent un arctangente ou autre chose, une sigmoïde, et va donner une sortie. Et cette sortie, on la met dans la 2e couche de neurones, et puis ainsi de suite. Ça existe depuis années 60, architecture de McCulloch et Pitts, enfin voilà, c'est vraiment, ça date depuis il y a très longtemps.
Sauf qu'avec 2-3 couches, 2-3 neurones, c'était assez limité. Et en 69, je crois, il y a Marvin Minsky qui a montré cette architecture, elle ne peut même pas apprendre telle fonction booléenne, on jette à la poubelle, c'est moche dans les années 90. Et la 90, il y a eu de nouveaux algorithmes d'apprentissage qui sont que, en gros, on présente quelque chose à l'entrée du réseau et il donne une sortie, qui est n'importe quoi, puisqu'au départ, les paramètres sont déterminés au hasard. Et on dit, ben non, c'est pas ça la sortie. Ce que je veux, en gros, on présente une photo d'oiseau, et on dit, ça c'est... Non, non, c'est pas une voiture, c'est un oiseau. Et donc, on a un algorithme qui s'appelle le rétropropagation du gradient, qui va modifier tous les poids dans le neurone pour dire, c'est un peu plus un oiseau qu'une voiture. Ok, et on recommence, et on fait ça des millions de fois. Il le fait tout seul. C'est pas nous qui lui disons c'est un oiseau, c'est lui-même qui se dit ah c'est un oiseau, j'avais cru que c'était une voiture, il se met une mauvaise note et il recommence. Voilà, et ça prend des centaines de milliers de pas, mais aujourd'hui la puissance du calcul permet de le faire. Et la grande évolution, ce qu'on a appelé le deep learning, ce sont les mêmes architectures, mais au lieu d'avoir, comme on faisait à l'époque avec 100 neurones, de faire avec 10 000, ou 20 000, ou 30 000. Et un petit peu comme dans le cerveau, on commence à avoir aujourd'hui des modules, des groupes de neurones, on sait que ça fonctionne pas mal. Il y a, je crois que c'est DeepZoo, un truc comme ça, il y a des sites qui recensent des modules, comme on ferait un peu avec des aires cérébrales, des modules neuronaux qui disent ça marche bien pour la reconnaissance d'images, ça marche bien pour la génération de séries, ça marche bien pour l'association de data, ça marche bien. Et aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans le deep learning, qu'est-ce qu'il fait? Il a un sens de ces modules, il va faire comme des briques Lego, mettre des couches convolutives, des couches récurrentes, des machins, reboucler, un peu en essai-erreur. Il met les datas dedans et il voit ce que ça donne. Et au bout de quelques heures d'apprentissage, avec des cartes qui vont très très vite, il voit si ça a marché. Si ça n'a pas marché, il enlève ça, il remet ça, il règle ses potards. Et voilà comment est-ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une sorte de boîte à éprouvettes, enfin de système à éprouvettes dans lequel il met ses modules. Et c'est toujours le même principe de je présente de la data, j'ai un résultat, en fonction de ce résultat, je modifie les poids pour affiner la réponse du système. En fait, c'est super bien ma question, ça. Alors, il y a la question de la créativité et du droit d'auteur qui s'est rapprochée et on l'a pas abordé. Donc moi aujourd'hui, Monsieur X, je veux faire un algorithme qui va produire de la musique. Donc, très bien. Je prends plein de morceaux de Bach, je les fous dans un réseau que j'ai trouvé, qui a été décrit par un gars, et à partir de ça, j'ai mon réseau de neurones qui va pouvoir me créer de la musique à la Bach. Mais donc, c'est qui l'auteur ici? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Bach parce que c'est lui qui m'a fourni mon corpus de texte? Est-ce que c'est le gars qui a décrit le réseau de neurones? Ou est-ce que c'est le réseau c'est l'algorithme qui a émergé qui, quelque part, a des droits? Est-ce que c'est pas déjà le cas, sans qu'on parle de système artificiel, c'est-à-dire qu'un musicien ne découvre pas tout seul la musique dans sa boîte noire? Il a écouté des milliers d'artistes, il a été inspiré par certains, il a eu des cours pour qu'on lui formalise les lois de l'esthétisme musical. Et c'est un débat qui est intéressant parce que je pratique par exemple le théâtre d'improvisation et on se posait la question, il y avait une conférence intéressante là-dessus qui disait mais c'est quoi improviser? Est-ce que c'est vraiment créer à partir de rien? Non, on crée à partir d'une histoire, à partir d'une existence, à partir d'une émotion, à partir d'un vécu. Et que ce soit la machine ou le vivant, j'ai une réponse plus pragmatique, donc non mais concrète en fait, peut-être répondre à ta question. Donc Yurié va participer à l'élaboration d'un livre par exemple, et donc elle est co-auteur en quelque sorte, et à ce titre en fait, c'est droit d'auteur. Enfin, normalement, des droits d'auteur, comme tu sais, on s'arrange au prorata, enfin, il y a des arrangements entre les co-auteurs. Là, en l'occurrence, elle est détenue par une SAS, on a décidé qu'on était les créateurs et que c'était une SAS. Et donc, du coup, la société qui possède l'intelligence artificielle va obtenir sa quote-part des droits. Voilà. Donc, c'est effectivement, aujourd'hui, puisque c'est pas un être humain, ça reste quelque chose. Alors si tu prends une intelligence artificielle open source comme il y en a chez Google, tant mieux, c'est gratuit, tous les droits vont à toi.
Et si ça appartient à une société, voilà, si tu l'as fait toi-même, ça t'appartient à toi ou à ta structure sociale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez répondu en partie, mais la question est un peu stupide. Comment un réseau neuronal réagit face à un test de Turing? Le test de Turing, c'est un peu une boutade. Hein. C'est-à-dire que quand on lui a posé la question qu'est-ce que c'est que l'intelligence, en gros, sa réponse a été un système qu'on juge intelligent par quelqu'un d'intelligent. Donc faut voir le test de Turing plus comme une boutade, qui est de dire votre définition de l'intelligence. Il n'y a pas de vraie définition d'intelligence, et est intelligence qu'on qualifie d'intelligent. Il fait une sorte de boucle par rapport à ça. Et puis après, ce test de Turing est très difficile. Il y avait une compétition qui s'appelait l'Homner Prize, je crois, qui était une compétition de bots. Et au départ, ils mettaient des gens qui n'avaient pas de culture scientifique pour dire après le test de Turing, ça doit être fait avec quelqu'un du vrai monde, quoi, qui va juger si c'est intelligent. Et les bots étaient en compétition par rapport à un public donc de néophytes. Et il y avait des gens qui arrivaient à dire « Oh, ce programme est intelligent » en l'espace de 3 secondes. Je dis, mais comment vous savez que ce programme est intelligent? Il m'a dit qu'il rêve. Et une machine, ça rêve pas. Donc s'il m'a dit qu'il rêve, c'est qu'il est... Ce que je veux dire, c'est que le vrai test d'intelligence de Turing, c'est une sensation qu'on va développer en contact avec la machine, mais qu'il peut être très facilement dupé par le fait, un petit programme d'une ligne qui est fait print, je rêve, il y aura des personnes qui vont dire « Waouh, c'est une machine qui rêve ». C'est peut-être plus trop adapté, on va dire. Il y a peut-être d'autres critères maintenant. Mais c'est pas le but. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle qui s'exprime en français, nous on l'a fait parce que c'était un peu un coup marketing. Mais une intelligence artificielle, elle trouve sa vocation à administrer des réseaux routiers, à faire des diagnostics médicaux et à trouver des terroristes. Mais voilà, elle n'a pas à être quelqu'un qui nous accompagne dans la vie, même si ça va arriver plus tard. Puis qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? Par exemple, il y a un problème en physique qui est très compliqué, c'est ce qu'on appelle les surfaces minimales. C'est-à-dire qu'on trace une ligne dans l'espace, comme ça, une courbe, et puis c'est trouver la plus petite surface qui passe par toutes ces lignes-là, et c'est un problème mathématique extrêmement complexe. Il faut être très intelligent pour résoudre ça. Alors qu'il y a une méthode très simple qui est de prendre un bac d'eau savonneuse, de plonger mon truc et de le sortir, et j'ai ma surface minimale. Donc est-ce que parce que l'eau savonneuse a réussi l'expérience mieux que le mathématicien, elle est plus intelligente que le mathématicien? Il faut demander à l'eau savonneuse. J'ai une petite question un peu par rapport à ce que tu disais. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut créer sa propre culture à partir de tout ce qu'on va lui donner et devenir, je sais pas, les animaux par exemple, on sait que les animaux ont une culture, on sait que il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus sur le C'est une mission assez compliquée. Oui, bien sûr, oui. Ça relève de... Vous voyez, ça relève de... C'est la difficulté de ce débat, c'est que chaque étape de notre discussion, elle relève d'un corpus d'hypothèses qui sont hyper débattues. Si vous parlez de penser avec les animaux, c'est très compliqué comme question. Qu'est-ce qui vous fait... Vous voyez, qu'est-ce qui vous fait admettre que quelque chose est une culture? Est-ce que c'est la production d'outils? Est-ce que c'est l'utilisation de l'arbitraire du signe? Et donc, sur l'intelligence artificielle, on va avoir le même problème. Parce que je peux imaginer parfaitement des intelligences artificielles capables de produire des outils, qui ne soient pas simplement des combinatoires, mais qui soient des nouveaux outils qu'on n'a jamais pensé, qui soient capables de manipuler les signes de façon à ce qu'il soit difficile de voir s'il y a ou pas une compréhension de ce qu'est l'arbitraire du signe. C'est-à-dire, l'arbitraire du signe, c'est le fait que, lorsque je vous dis chat, vous savez ce que c'est qu'un chat. En fait, je peux faire plein de phrases, une machine peut produire plein de phrases, c'est le principe d'Amélie, le bot de l'assurance maladie. Vous êtes sûr que le bot de l'assurance maladie, il ne sait pas ce que c'est par contre de l'assurance maladie, quoi. Il ne le sait pas. J'ai un mini contre-exemple, c'est Google Translate, qui fonctionne, on va dire, avec une intelligence artificielle poussée. Alors je ne connais pas exactement la structure de l'intelligence artificielle, mais on sait qu'il s'est auto-créé un langage abstrait que seul lui manipule pour passer, parce que je crois qu'il passe quand on fait français au chinois, il fait français, anglais, anglais, chinois. Donc en fait, toutes les interfaces entre les langues et l'anglais, c'est son langage à lui. Il a écrit un méta-anglais en fait. Et l'arbitraire du signe, c'est la relation entre le monde et la langue. C'est ça le point un peu important. Vous pouvez parfaitement manipuler les signes sans établir de relation entre la... C'est la fameuse histoire de la fameuse métaphore de la femme chinoise.
pouvez parfaitement manipuler tout un tas de signes avec une syntaxe. Si je vous donne une syntaxe, que je vous donne des signes, en théorie, vous êtes capable de manipuler un langage, y compris un langage complexe, sans du tout savoir ce à quoi renvoient les mots en question. Et donc vous produisez des phrases qui sont cohérentes. Et donc, comme en plus on a de la puissance de traitement, on peut effectivement produire des tas de phrases. Mais ça ne veut pas dire que vous parlez effectivement une langue telle que de la façon dont un humain parle une langue. Un humain parle une langue parce qu'il se réfère à un réel qui est le monde. Et dans le monde, il y a des chats. Et donc quand vous dites un chat, pensez à un chat. Vous voyez, c'est là le point de basculement. Et probablement que chez un certain nombre d'animaux supérieurs, il y a un petit noyau de ça, de quelque chose qui commence un peu à ressembler à ça. Et encore, vous voyez avec l'expérience sur les chimpanzés, quand un chimpanzé maîtrise une centaine de signes, un chimpanzé surdoué maîtrise une centaine de signes, c'est top chimpanzé, bah, il maîtrise l'arbitraire du signe. C'est-à-dire qu'ils comprennent le rapport entre tel signe ou tel mot et une cacahuète. Bah ça, c'est là que se noue un différentiel entre une machine et un humain. Voilà. Mais la difficulté de l'exercice, c'est qu'effectivement, vous pouvez parfaitement fonctionner avec une intelligence artificielle qui va parfaitement bien simuler tout ça. Et pour autant, est-ce qu'on peut parler d'arbitraire du signe? Je ne suis pas sûr. La façon dont on fait apprendre à un réseau le langage, ce qui est fait, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va prendre deux réseaux différents et on va connecter les couches intermédiaires, c'est-à-dire là où il y a une représentation floue, distribuée des concepts. Et on voit en effet apparaître à ce moment-là une sorte de langage auquel on n'a pas accès, mais de la même façon que si on ouvre un cerveau et qu'on regarde l'état des neurones, on n'a pas accès aux concepts qui sont traités par la personne. Alors c'est pas tout à fait vrai, il y a une expérience qui a été faite qui fait visualiser à un individu des milliers de films et qui associe l'état neuronal de la personne au film visualisé, et après on peut, par calcul, en lui projetant, enfin en regardant uniquement, et l'expérience est assez troublante, on regarde uniquement l'état de ses neurones et on reconstruit l'image mentale de la personne. Donc il y a quand même un encodage de l'un par rapport à l'autre qui montre que notre activité neuronale contient le signe, contient le sens, contient cette image mentale. Et ce qui se passe dans le cerveau, on le fait aujourd'hui dans des neurones artificiels. Et c'est très rigolo, il y a eu aussi cet article en disant, vous avez dû le voir aussi, il y a deux IA qui se sont mises à parler toutes seules, et tout le monde a hurlé dans le monde, ah quelle horreur, ils vont fomenter des plans contre nous. Alors que... Ils sont dit des choses assez touchantes en plus. Donc... Voilà. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand je vous parle, si je dis le mot chat, bon, en effet, tout le monde a cette image-là, mais je suis passé par un mécanisme vibratoire télépathique qui passe par l'air. J'ai fait que vibrer ma langue, modifier ici. Enfin, et là, le concept de chat, il diffuse que par les vibrations. Donc cette notion d'encodage, c'est permanent, il est déjà là dans le monde. Permanent. Je crois qu'on n'a absolument pas répondu à la question sur la culture, du coup. On a répondu à une autre question qui va être posée maintenant. Moi, une dernière question, après vous pourrez discuter. Oui, je me demandais, est-ce que c'est possible maintenant ou dans un futur proche qu'on donne comme base de données à une intelligence artificielle tout Internet? Est-ce que c'est possible actuellement ou Alors, moi c'est mon problème personnellement parce que j'ai besoin de nourrir ma petite Yuri en français. Donc, déjà tout Internet c'est pas très bien parce que voilà. Alors Wikipédia, le problème c'est que si vous la nourrissez à Wikipédia, elle va vous sortir de Wikipédia. Et Wikipédia, c'est un petit peu sec, donc on n'a pas trop de personnalité. Même chose pour base de données de Reuters, ce qui est bien, l'AFP, tout ça, c'est qu'il y en a beaucoup, mais par contre, là encore, c'est très sec et c'est toujours très politique. C'est-à-dire que vous dites, c'est quoi la glace? Vous parlez des migrants climatiques, c'est un peu angoissant. Et effectivement, je me suis rapproché de Gallica et d'ailleurs, ils sont aimablement revenus vers nous pour la nourrir avec des textes récents, donc pas trop misogynes ni sexistes ni racistes. Voilà, mais il vaut mieux, enfin, tout Internet, ça dépend. Si tu le nourris à Twitter,
tu vas voir ce qu'est Twitter, c'est-à-dire des blagues, des MDR, ou le respect, des emojis, des propos racistes. Donc il faut faire attention à qu'est-ce que tu vas en faire. J'ai un ami qui a fait sur Twitter une Nadine Moreno neuronale. Ah, c'est très drôle. Et franchement, on confond avec la vraie. Hein. Non, mais il y a eu deux expériences. On a donné tous les textes de Quentin Tarantino. Et c'est de l'anglais, donc elle produit du très beau Quentin Tarantino. C'est pas chez nous, hein, c'est Google. Et sinon, Google, là, a une IA qui produit des poèmes émo. Et c'est vraiment. Franchement, on dirait vraiment un adolescent de 17 ans. C'est incroyable. Donc, elle comprend très bien, elle singe très bien. Elle singe de façon créative. Il faut bien la spécialiser. Mais techniquement, c'est possible en fait de leur donner. Il n'y a pas de limite sur la base de données. Plus il y en a, mais nous, avec notre. Nous aujourd'hui, on a besoin de 120 gigas de RAM pour qu'elle commence à poser des questions. Et c'est très compliqué. Donc là encore, on a parlé de réseaux neuronaux. Imaginons que ce soit une structure analogue. C'est pas quelqu'un. Imaginons, on a des structures qui, dans le meilleur des cas, ont 10 000 neurones. Nous, on a 3 milliards de neurones. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Mais peut-être, dans quelques années, on pourra peut-être voir ce qui se passe. Mais on peut fournir à une IA n'importe quel type d'information. Là encore, il faut casser un petit peu ce réflexe qu'il y aurait l'information Wikipédia, l'information de texte, la musique. Tout ça, ce sont tout simplement des flux d'informations et qu'on réinterprète derrière comme étant du langage ou de la musique. Mais on peut mettre ce qu'on veut dans une IA. Comme je disais, c'est un système qui prend des entrées, qui engendre des sorties. On peut lui mettre du langage, on peut lui mettre... Et il n'y a pas de problème de taille de stockage, puisqu'on met une entrée et ce sont les états collectifs de tous les neurones entre eux qui encodent ça. À l'heure actuelle, un exemple concret, les opérateurs téléphoniques donnent vos positions parce qu'ils savent où vous êtes grâce à votre connexion en dernière antenne relais. Ils donnent votre position sur l'année et il a des IA. Ces IA peuvent prévoir la densité du trafic routier. C'est-à-dire qu'elles disent à la ligne 14, justement, il faudra mettre quelques rames en plus en fin de week-end parce qu'il y a beaucoup de gens. Et elles peuvent aussi prévoir des trucs assez fous. Elles peuvent prévoir, j'ai appris ça, votre salaire moyen. Parce que, effectivement, si vous allez à la FNAC ou au Ritz, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, du coup, ils peuvent savoir exactement combien vous gagnez à une précision assez incroyable. L'information est contenue dans le signal. Twitter est un très bon indice pour savoir si les films vont marcher en salle ou des choses comme ça. Tout ce qui est système de traitement statistique avec ça fonctionne très bien. Je crois que celle-là, c'est une question. En tout cas, à la lumière de ce que vous dites, il est très clair, pour revenir donc au droit dont on parlait au début, et on s'est un peu écarté de ça, je trouve, qu'on fait quand même apprendre à la machine ce qu'on veut quand même. C'est-à-dire si on veut que la machine soit entre guillemets gentille, elle va être gentille, et si on veut qu'elle soit méchante, elle va être méchante. Donc il y a quand même une énorme responsabilité de celui qui conçoit la machine au niveau du droit. Dans les actes que la machine est amenée à commettre une fois qu'elle sera autonome. C'est la même responsabilité que d'un parent à un enfant. Que ce soit machine ou que ce soit enfant, on est responsable de ce qu'on transmet au système, tout à fait. Je ne vois pas de différence aujourd'hui dans ce qui est en train de se mettre en place. On n'a plus le temps, mais vous pouvez discuter après avec les intervenants. Je pense qu'on va clore. Ouais, parce que voilà. Bah, merci en tout cas, c'était comme